De chez Bimenco. On se connaît déjà depuis quelques années, hein, effectivement. Et voilà, il va vous présenter la solution Bimenco et surtout la solution on-fly de Bimenco. Voilà, Baptiste, tu as ta parole. Merci. Vous m'entendez bien? Je vous casse pas les oreilles, ça va. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous. C'est vrai qu'on se connaît depuis un petit bout de temps avec Vincent et Rémi plutôt sur le prog à Paris. C'est pas si loin, on s'engueule un peu sur le foot, mais ça va. Donc, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on fait chez Bimenco. Est-ce qu'il y en a certains qui nous connaissent un petit peu ou qui connaissent un peu ce qu'on fait Oui. 2, 3, 4, 5, c'est fantastique. Bon, super. Je vais préciser un petit peu ce qu'on fait pour ceux qui ne connaissent pas alors. Donc juste rapidement, moi je me présente, donc je suis Baptiste, je suis ingénieur STP à la base, j'ai commencé chez Léon Gross. Après j'ai fait du développement, conception, construction de centrales d'énergie de moyenne grande puissance dans une plus petite structure à l'étranger, en Mongolie, en Chine, en France. Donc j'ai été pas mal confronté au problème de interopérabilité des logiciels métiers. On commence à concevoir sur un autre, on passe sur une tâche sur un autre et il n'y a rien qui communique, on fait tout à chaque fois. Donc je suis arrivé chez Bimenco il y a 4 ans, on a lancé la boîte en 2015 maintenant. Et donc Bimenco s'est attaqué à la gestion des données, des objets et des produits de la construction. Donc je vais rappeler un petit peu ce qu'on a fait. Donc en 2015, on travaille et donc nous on est éditeur de logiciels en fait, plutôt pour ceux qui ne connaissent pas. On fait aussi de la modélisation, mais on est surtout éditeur de logiciels. Donc en 2015, on lance un logiciel de gestion de données pour les fabricants, pour qu'ils puissent gérer leurs données et les distribuer sous différents formats, on va dire, et gérer des données plutôt locales ou normatives, pouvoir vraiment mettre à jour leurs objets. Et donc on va vendre notre solution à des fabricants ou à des gens comme Polantis ou BIMobject. Sauf que BIMobject et Polantis, ils n'ont pas trop aimé à cette époque-là. Donc du coup, on a créé une autre plateforme qui s'appelle bimenco.com qui regroupe des objets fabricants et aussi qui permet à tout le monde de partager des objets BIM. Donc il y a des objets génériques, il y a des objets utilisateurs. Je vous invite à venir vous connecter et à venir partager aussi des objets entre vous. Je me demande s'il faudrait faire peut-être un petit groupe l'IRUG. On n'a même pas fait petit groupe RUG pour partager des collections d'objets. Il faudra qu'on lance ça. Et donc moi je suis plutôt côté utilisateur, un peu moins fabricant, et donc j'ai vu pas mal d'entreprises. On a cette gestion des données qu'on utilisait dans ce qu'on appelle les groupes privés, qui permettent à une entreprise de, on va dire, partager des objets BIM en interne d'une boîte sur bimenco.com. Et en fait ça plaisait pas mal, et aujourd'hui je vous présente un petit peu l'aboutissement de l'évolution de ces travaux-là, donc qui s'appelle on-fly. Donc c'est un outil de gestion de bibliothèque et de données des objets BIM pour les entreprises. Donc c'est un cloud d'entreprise privé. Et donc voilà, on a ces 3 solutions et on essaye de pouvoir échanger, faire vivre un petit peu cette communauté, de faire collaborer les fabricants avec les entreprises, parce qu'on n'est pas toujours hyper fan de ce que les fabricants fournissent en termes de données, donc on essaye d'améliorer un petit peu tout ça. Voilà, donc chez Bimenco, ce qu'on essaye de faire, c'est d'arriver à fournir la bonne donnée, ou pouvoir en tout cas gérer ses propres données pour pouvoir résoudre ses problèmes, mieux concevoir. Et donc on va essayer de mieux concevoir comment, en créant un petit peu plus de collaboration autour d'une bibliothèque, de structurer les données pour que ces données soient exploitables dans la maquette numérique, d'harmoniser. On a pas mal de problèmes dans les terminologies des paramètres, des propriétés. Je pense que vous connaissez tous un petit peu ça au quotidien. Et donc je vais vous présenter un petit peu ce qu'on fait là-dessus. Et donc voilà, ça c'est quelques points un petit peu pour introduire. Dans les problématiques souvent qu'on entend, vous m'arrêterez les gars si je me plante, mais si vous avez d'autres problématiques aussi, je suis très intéressé aussi pour qu'on échange ensemble. Souvent on nous dit, bon voilà, c'est très long de gérer les paramètres de nos familles, on a des paramètres qui sont complètement incohérents d'un objet à l'autre, on n'arrive pas à faire de nomenclature, on n'arrive pas à exploiter les maquettes. Donc voilà, une maquette inexploitable, pas de cohérence entre les paramètres, ou alors on rencontre pas mal de personnes qui nous disent on a reçu une maquette de nos sous-traitants,
puis on l'a refaite entièrement, ou alors on a dû vraiment travailler dessus pour la rendre exploitable. On perd nos hyperliens de nos objets, donc on n'arrive plus à retrouver les documents qui sont associés à nos objets, ou on passe beaucoup de temps à chercher qui a le dernier gabarit et avec la bonne version des objets qu'on pourrait récupérer. Donc on a pas mal de... Donc nous on essaie de travailler un petit peu sur ces problématiques. Sur les parties fabricants, il y a aussi pas mal de difficultés à utiliser les objets tels quels fabricants, puisque souvent c'est très complexe comme géométrie, ou alors il y a peu de données techniques et de toute façon il faut repasser un petit peu sur les noms des paramètres pour que ce soit utilisable dans notre convention BIM ou dans notre entreprise. Voilà, on ne peut pas tout héberger aussi dans la maquette, donc ça peut être des problématiques au niveau des objets, donc on fait des hyperliens. On revoit nos conventions de nommage, et donc tout ça prend du temps. Donc OnFly, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on crée en fait un espace dans une bibliothèque où chaque objet va avoir un espace à lui pour gérer ses documents associés, des données techniques, différents niveaux de détail, différents modèles ou niveaux de détail, différents dessins techniques, etc. Et tout ça lié à son software préféré. Donc aujourd'hui pour nous c'est Revit. Mais donc voilà. Donc ce qu'on propose, c'est de pouvoir partager au sein de son entreprise des objets de manière structurée, donc avec toujours harmoniser les paramètres, pour pouvoir derrière industrialiser un petit peu sa manière de faire, ne pas recommencer à chaque fois un travail sur ces objets à chaque projet, et puis pouvoir un petit peu donc définir, gérer et distribuer ces données dans ces projets. Donc du coup, hop, je vais faire un petit passage sur Revit pour vous présenter le truc. Après, je déroulerai quand même quelques slides. Je sais que c'est pas forcément le plus fun, alors ça peut être intéressant d'interagir ensemble si vous avez des questions ou si vous avez des problématiques sur les objets je vous invite à lever la main et puis on échange ensemble. Alors, est-ce que ça m'affiche l'écran? Non. Là, ça va peut-être être mieux. Alors voilà, mais pas encore là. Ok, cool. Alors pour faire plaisir à Christophe, on a pris un exemple comme ça il est plus à l'aise. Donc voilà, donc en fait, pour vous montrer un petit peu la solution, donc c'est un petit bandeau dans Revit qu'on vient ajouter, un petit plugin. Et en fait ici, on va venir avoir accès à notre bibliothèque. Donc au lieu d'avoir ça sur un SharePoint, on va dire, où c'est un peu compliqué de ranger un petit peu tout ça, on vient mettre tout ça et centraliser ça surtout pour que tout le monde y ait accès. Donc là, notre objectif quand on a fait cette bibliothèque, c'était surtout de pouvoir chercher facilement des objets. Donc on peut venir filtrer selon des types d'objets, selon des niveaux de détail, ça peut être des classifications aussi, on regardera un petit peu les classifications ensemble un peu plus tard, partager plusieurs bibliothèques, et donc on va pouvoir venir très facilement consulter des données. Donc là j'ai un objet générique avec un petit peu de données dedans, je peux venir regarder facilement, je peux venir consulter le modèle 3D à la rigueur avant de le télécharger pour regarder un petit peu si le load est trop détaillé ou pas. Et puis donc voilà, le but c'était vraiment d'arriver à très vite trouver les objets qu'on a besoin, puisqu'on perd quand même pas mal de temps, sauf si vous avez vraiment le meilleur gabarit du monde. On verra avec Vincent après. Donc on peut faire voilà, on a des gestions de documents un petit peu, je vais passer sur toutes les fonctionnalités. Une spécificité en fait qui est assez importante pour nous, c'était de pouvoir passer de gestion de fichiers. Aujourd'hui, on est sur vraiment de la gestion de fichiers à de la gestion de données, c'est-à-dire pouvoir facilement venir soit enrichir une maquette avec des données supplémentaires, soit pouvoir contrôler un petit peu son niveau de détail ou son niveau d'information spécifiquement. Il y a quelques années, c'était un peu la bataille, ça l'est un peu moins maintenant, mais sur les niveaux de développement, il faut absolument standardiser les niveaux de développement, de quoi on parle. Et donc, nous, sur OnFly, en fait, on gère séparément la géométrie de la donnée, ce qui nous permet de venir choisir un niveau de détail et choisir un niveau d'information qui peut correspondre par exemple à une phase d'un projet ou à une convention, et pouvoir intégrer ces données spécifiquement dans
dans le projet. Donc par exemple, si je prends cette CTA par exemple, je peux venir consulter rapidement la géométrie, voir si c'est pas trop... Et puis derrière, je peux venir, donc là j'ai par exemple un niveau de détail, j'ai du 200, ça c'est vraiment interne à l'entreprise, donc ça peut être vos propres standards que vous mettez en place, mais on n'impose rien, c'est vraiment juste le logiciel. Et puis on va pouvoir venir choisir un petit peu les informations qu'on va intégrer, et on va venir télécharger cet objet dans notre projet. Donc par exemple, on peut venir vraiment choisir cas par cas, mais je peux venir aussi par exemple intégrer des données Coby si j'ai besoin de Coby sur ce projet-là. Et puis après, je peux venir vraiment au cas par cas choisir quel niveau d'information et quelles données j'ai envie de partager dans mon projet, puisqu'il y a aussi parfois des données type de coût, d'achat qu'on n'a pas forcément envie d'intégrer. Et donc, bon là c'est un objet générique, donc j'ai qu'un type, mais sinon je peux venir sélectionner un petit peu tout ça. Et derrière, je vais le télécharger. En fait, donc ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va venir mettre à jour. On peut venir en fait éditer, je vais revenir un petit peu dessus après, on peut venir mettre à jour les données directement en ligne, donc si on a des personnes qui n'utilisent pas forcément Revit mais qui veulent venir participer, on peut venir ajouter des données, et là par exemple on va venir ajouter les données Coby, les propriétés Coby à mon objet. Donc hop, derrière on va venir le placer quelque part. Et donc en fait, si je regarde maintenant ce que j'ai dans mes données, en fait je retrouve donc les données sélectionnées que j'avais, je retrouve donc ce qui est, moi j'utilise des paramètres partagés démo histoire qu'on les repère bien, donc c'est du démo underscore quelque chose, avec les différentes valeurs, et je retrouve aussi mes paramètres Coby. Et ce qui est nous, ce qu'on aime bien faire, c'est harmoniser un petit peu donc du coup les différents paramètres. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que les données Coby ont déjà des valeurs. Et ces valeurs, c'est parce qu'en fait, il y a une connexion. On utilise un dictionnaire normalisé de paramètres, comme si vous aviez un gros fichier de paramètres partagés en fait en ligne, sauf que du coup votre administrateur peut le gérer, peut le contrôler, etc. Et on va venir connecter soit des normes, soit des sets de propriétés qu'on utilise régulièrement ou pour un client, ou des nouvelles règles de nommage, des nouveaux fichiers de paramètres partagés qu'on peut utiliser pour un projet par exemple spécifiquement. Et donc on va venir mapper tout ça et on récupère du coup ces valeurs directement sans avoir à faire de la ressaisie, etc. Donc, le but c'est vraiment d'automatiser un maximum ce qu'on peut faire. Voilà, ça, donc on peut, moi je vais vous montrer quelques features après, mais si je me balade un peu, on peut venir de la même manière rapidement mettre en ligne. Donc venir partager par exemple soit dans l'éditeur de famille, soit directement du Puce Projet, on va pouvoir venir partager un objet dans la bibliothèque et le partager avec le reste de son équipe, et donc au fur et à mesure soit des projets constituer sa bibliothèque, soit le faire à chaque fois qu'on fait de la modélisation. Donc si vous avez des modeleurs dans votre, ou si c'est vous qui êtes chargé de la création de contenu, on peut venir, une fois qu'on a fini son objet, venir charger un petit peu tout ça. Donc on peut choisir exactement quel type Revit on veut charger. Je regarde pas l'heure, donc tu me diras Rémi si jamais j'explose le truc. Et donc 10 minutes. Ok. Donc en fait, je récupère les différents paramètres partagés avec les différentes valeurs et je peux le publier directement dans ma bibliothèque. Donc là, en fait, ce qui se passe quand on fait ça, c'est qu'on vient extraire les informations de la famille, on vient les mettre en ligne en plus donc de son fichier RFA. Et on va derrière pouvoir venir éditer ces valeurs, rajouter, on va venir créer l'espace en fait objet dont que je vous présentais tout à l'heure. Donc en fait, on peut ici juste venir filtrer est-ce que c'est un objet générique, un objet fabricant, pour pouvoir facilement le rechercher après derrière. Et donc là, on a plusieurs onglets et on va pouvoir venir gérer. Donc on génère une image, on va dire, de la famille automatiquement, histoire de pouvoir le retrouver facilement. Mais après, je peux ajouter des dessins techniques, des DWG, etc.
Je peux venir gérer et associer différentes classifications aussi à cet objet. Donc imaginons que vous utilisez plusieurs classifications dans votre boîte, et on va pouvoir venir les gérer, les mettre à jour. Donc je vais pouvoir gérer, je vais vous montrer rapidement après, des classifs directement là-dessus, qui va venir en fait mettre à jour les codes et les libellés des classifications de vos objets. Mais ça peut être aussi pour l'utiliser pour extraire des nomenclatures selon une classification qu'utilise votre service achat ou voilà, il y a plein d'idées à avoir là-dessus. On peut faire donc de la gestion de tags, etc. Et donc après si j'agrandis un peu, je peux venir ici récupérer en fait les données que j'avais dans mon objet. Et là après je vais pouvoir les manipuler, je peux rajouter des types, si mon objet est bien paramétrique et qu'on le maîtrise bien, on peut venir ici en fait accéder donc à n'importe quoi. Donc là on a accès au dictionnaire en fait, à votre dictionnaire de propriété, donc comme votre grand paramètre, votre grand fichier de paramètres partagés. Et puis on va pouvoir ajouter, voilà, filtrer et gérer un petit peu les données qu'on attend sur cet objet et derrière le mettre à jour. Ça c'est intéressant, en fait souvent on a des référents métiers qui ne touchent pas forcément à Revit, ou alors des modélisateurs qui ne sont pas métiers et on ne sait pas exactement forcément quelles informations il attend, et donc ça permet de collaborer autour d'un objet pour pouvoir facilement intégrer des données qui sont attendues par tel ou tel acteur sur cet objet. On peut donc, voilà, je peux venir régler mon niveau de détail sur ce modèle, et je peux venir associer après plusieurs sur un seul objet, associer plusieurs représentations, donc plusieurs modèles, plusieurs LOD. Je peux venir associer des documents, etc. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, une fois que quand vous téléchargez votre objet, on vient créer un lien dynamique avec l'objet, donc sa représentation dans la maquette. C'est-à-dire que ici, il va avoir un identifiant unique, et cet identifiant unique, je peux l'utiliser pour venir afficher la page de cet objet et venir consulter ses documentations techniques. Donc là, sur celui-là, j'ai pas mis de doc, mais concrètement, vous pouvez venir mettre du PDF. On a un lecteur DWG, donc vous pouvez venir regarder aussi d'autres données associées à cet objet sans l'avoir forcément dans la maquette directement, puisque c'est pas forcément facile ou possible de l'avoir dans la maquette. Donc en fait, ça, si je reprends un petit peu mon déroulé, ça c'est vraiment harmoniser, structurer, partager un petit peu tous ces docs là. Ce à quoi on travaille, c'est ce que vous avez vu rapidement, ça c'est notre nouvelle interface, ça va être de venir fusionner en fait les paramètres qu'on utilise, soit qu'on récupère de l'extérieur, soit c'est des objets qu'on récupère de l'extérieur, et en fait venir régler en fait les nommages de chaque paramètre pour pouvoir exploiter la maquette comme une véritable base de données. Et on va venir fusionner, mapper des paramètres entre eux pour pouvoir utiliser soit une règle de nommage, soit un paramètre partagé de l'agence de Paris, soit les paramètres partagés de l'agence, et de pouvoir partager un même contenu en utilisant son propre langage. Donc on l'a vu, on essaye de faire quelque chose de le plus flexible possible pour pouvoir gérer son niveau d'information, donc les informations qu'on veut partager. On a un lien où on peut venir créer des nouvelles révisions, mettre à jour automatiquement les objets qui ont été téléchargés. On peut venir mettre à jour de manière centrale un objet et pousser cette modification vers les différentes maquettes. Donc ça c'est utile quand on a un gestionnaire d'une bibliothèque, on essaye de se débarrasser de ces 10 millions de versions d'objets. Et bien on peut utiliser ça, et puis de la même manière on peut venir modifier sa famille et repousser les modifications vers le cloud. Voilà, d'autres choses qui sont possibles, ça va être de venir prendre tout un projet, d'uploader tout d'un coup soit un gabarit, soit un projet complet, etc. Et puis aussi de pouvoir gérer les demandes en interne de modélisation. Donc ça c'est quelque chose qui était, on appelle des workflows de content request, donc c'est des demandes de contenu. Ça dépend un petit peu de la taille de la boîte, mais souvent il y a pas mal de demandes, soit sur un projet, soit directement dans sa bibliothèque, des manques d'objets qu'on peut avoir, et donc on va pouvoir directement envoyer une requête avec une description. Donc je peux peut-être vous le montrer direct. Il y a une petite latence à chaque fois entre les deux, mais tac. Donc en fait ici on va pouvoir venir regarder les demandes en cours,
regarder un petit peu qui a fait cette demande, quel load il a besoin, pour quel projet il en a besoin, etc. Et pouvoir centraliser un petit peu ces demandes de contenu directement en interne. Et voilà, on peut ajouter des classifications, etc. Et ça, en fait, on crée une conversation directement associée à cette demande et on va pouvoir traquer et discuter autour de cette demande pour pouvoir fournir un maximum, être efficace dans la fourniture de modèles qui peuvent manquer pour notre projet, etc. Voilà, quelque chose qui est intéressant, je vais peut-être pas tourner sur le PowerPoint si ça met trop de temps, mais les petites choses que j'aurais pu oublier, donc la gestion en ligne, on l'a vu. Quelque chose qui est assez important, qui tient un peu mal à cœur à Vincent, peut-être cette partie-là, ça va être la gestion des classifications. Donc ça peut être parfois un casse-tête. Et donc on intègre directement sur la plateforme les classifications, on va dire, du marché, Omniclass, Masterformat, tout ça. Et donc on va pouvoir venir en fait ranger, utiliser ces classifications directement pour ranger sa bibliothèque, mais aussi pour retransmettre ça dans des propriétés, dans les codes et les libellés, dans les paramètres de l'objet dans lequel on va le classer. Et on peut, en fait, ce qui devient un petit peu intéressant, c'est qu'on crée un peu son référentiel technique d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on va définir quelle typologie d'objet on utilise et quelles sont les informations qu'on a envie de standardiser ou qu'on a envie d'avoir. Alors ça, on peut l'utiliser pour des phases projets ou pour des catégories d'objets, mais grosso modo, si je prends voilà, une question de VMC, je vais pouvoir regarder sur la droite quelles sont les propriétés qui m'intéressent pour ce type d'objet, et derrière je vais pouvoir faire du contrôle qualité en fait, pour être sûr que j'ai toujours un niveau d'information qui est assez riche dans les objets que je mets dans ma bibliothèque. Ça peut être aussi, comme on le disait tout à l'heure, pour collaborer, pas forcément le modeler, mais des référents métiers qui vont utiliser ça pour venir exprimer leurs besoins, quelles données ils ont besoin. On peut venir rendre obligatoire des propriétés pour la publication, etc. Donc on va venir faire du contrôle automatique après, derrière, à la publication, de est-ce que ces données sont présentes et pouvoir ajouter ça aussi automatiquement à la création d'un nouvel objet, pour pouvoir attaquer sa création d'objet avec tous les paramètres qui vont bien. Donc voilà un petit peu des petites choses. Alors combien il me reste de temps? 5 minutes, bon on va peut-être faire quelques questions. Alors j'avais quelques cas d'usage. Voilà, c'est pas mal. Donc j'avais quelques cas d'usage. Je vais juste les mettre. Je suis sur une slide sans les développer. Mais effectivement, on peut peut-être attaquer direct les questions, savoir si vous n'en avez pas, après j'enchaîne, mais est-ce que vous avez. Oui. Bonjour. Bonsoir. J'avais une question par rapport à la matériothèque. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu sur pour importer les matériaux de matériothèque? Pour partager une matériothèque concernant un projet précis. Ah d'accord, ok. Alors on est en train de bosser sur des sous-bibliothèques pour projet. Donc c'est-à-dire juste dédié à un projet. Donc, pour l'instant on gère, c'est surtout les objets, alors famille système, famille chargeable. On fait aussi, enfin on remonte les matériaux. On ne peut pas les équiper en ligne. Donc vous pourrez les partager potentiellement, si c'est juste du partage, c'est quelque chose qu'on peut faire. Voilà, avec les points d'escalier, et puis lier ces JPEG à côté, puisqu'il faut les prendre à côté, puisqu'ils ne sont pas contenus dans la escalier. Mais, enfin, il y a les matériaux, mais pas les textures. Ok, bah, juste à l'escalier, à ce moment-là, on peut utiliser ça aussi, en fait, sur ce qu'on voit dans l'usage de temps en temps, c'est qu'ils sont liés au niveau soit d'une sous-bibliothèque projet, soit directement des objets eux-mêmes, où on peut venir, en fait, associer des fichiers complémentaires. Voilà, c'était... Voilà. Pour la classification d'objets, en fait. Si j'ai un objet avec une classification en Omniclass, quand vous intégrez un nouveau format 2, vous faites quoi? Vous remplacez l'existant, vous ajoutez des paramètres propres à donc là, c'est vous qui choisissez les classifications avec lesquelles vous voulez travailler. Après, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on associe un paramètre qui va contenir le code et un paramètre qui va contenir le libellé pour chaque classification.
Donc vous pouvez avoir, là j'ai peut-être pas mis, mais en fait vous pouvez créer votre propre classification à vous, ajouter des nœuds, et ça va venir aussi gérer ça via des paramètres, peut-être vos paramètres partagés, etc. Mais on ne remplace pas. Le but c'est de croiser effectivement ces informations. Alors moi j'ai une question, enfin moi je connais la réponse, mais Bonsoir, Karim Bourgui, Big Cloison. Moi j'avais une petite question concernant la fonctionnalité qui permet d'automatiser le DOE. Vous pouvez nous dire un petit peu plus en détail? Alors, bon, il n'est peut-être pas super clair mon schéma, j'aime bien les schémas compliqués. En fait, ce que j'essaie de représenter dans le petit nuage, c'est qu'il y a l'ensemble des données qui sont autour de l'objet qui sont contenues à cet endroit-là et qui sont identifiés via un identifiant unique. Et donc, notamment, je vois qu'il y a des gens d'Axéo aujourd'hui, c'est un workflow qu'on expérimente avec Axéo en ce moment. On a accès à des API et les API peuvent, en fait, on peut venir chercher n'importe quelle, avec cet identifiant, on peut venir chercher n'importe quelle donnée. Soit une donnée technique, soit une donnée, par exemple, spécifiquement IFC, soit une fiche technique ou une notice de maintenance, etc. Et donc, pour automatiser le DOE, en fait, si on gère sa bibliothèque OnFly, à chaque fois qu'on va intégrer dans son Revit, par exemple, un objet, on va avoir cet identifiant. Et si on l'exporte en IFC, par exemple, on le met sur Axéo, et bien en fait, là, via API, automatiquement, on a la liste en fait dans l'IFC de tous ces identifiants. Et on va pouvoir automatiser via des web services, aller chercher en fait automatiquement toutes les fiches techniques. Donc en fait, il n'y a plus qu'à se soucier, quand on gère bien sa bibliothèque, il n'y a plus qu'à se soucier à juste les récupérer et les mettre construire sa maquette avec. Et automatiquement, derrière, on peut faire des routines pour importer tous les documents. Donc là, soit créer un export avec des arborescences de dossiers, fiches techniques en fonction des types d'objets, etc. Soit directement les intégrer dans des applications web comme Axéo. Donc néanmoins, on est obligé quand même de retraiter les informations une fois la modélisation faite. Non, du coup. En fait, la routine, c'est de venir automatiser. On a juste à récupérer la maquette. Dans la maquette, il y a tous les identifiants. Et donc, en fait, on a juste à demander à OnFly, via le web service, tiens, j'ai tous ces identifiants-là, est-ce que tu peux m'envoyer toutes les fiches techniques structurées. Et du coup, on envoie ça automatiquement derrière. Vraiment, le but, c'est d'automatiser au maximum, qu'on n'ait plus à se soucier, mais juste à mettre les objets dedans, et puis derrière, ça part. Ok, et vous avez, dans le contenu des objets, vous avez des niveaux de documentation qui sont spécifiés par rapport à quoi, notamment, je sais pas, sur un objet, typiquement sur les cloisons, je vais avoir besoin du PVFE, du PV acoustique, de tout un tas de documents, mais en fonction du DOE et de l'attente du maître d'ouvrage, cette documentation, j'ai peut-être pas forcément besoin de la totalité, ça peut être que partiel. Tout à fait, ouais. Et là, comment ça se passe dans ce cas précis? En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a typé les documents. Donc, informatiquement, on est capable de reconnaître une notice de maintenance, une fiche technique, etc. Et donc, on peut ajouter ses propres documents, même si on veut mettre des dessins techniques en plus, etc. Mais on peut, par exemple, demander uniquement, tiens, importe-moi toutes les notices de maintenance. Donc, voilà. Avec plaisir. Une question? Alors, je vais poser la mienne. Explique-nous un petit peu comment tu gères les familles systèmes, parce que généralement c'est souvent le point faible de ce genre de plateforme. Donc j'aimerais bien savoir. Merci. D'ailleurs, on a depuis peu réussi à gérer les familles canalisation, qui étaient les dernières familles systèmes qui nous ont laissé un peu l'existence. Donc en fait, les familles systèmes, on gère ça, je vais dire comme des familles chargeables. C'est-à-dire qu'on va venir isoler la famille système dans un RVT comme si c'était dans un RFA. Automatiquement, donc quand je vais publier ça, je vais isoler la famille système. Et puis derrière, quand je vais venir la télécharger dans la maquette, et bien en fait, je vais faire comme si je faisais un transfert de normes. Je vais venir en faire tout un copier-coller. Je récupère le plugin, lui, ouvre le RVT avec cette famille système et l'intègre dans le projet. Donc, famille système ou famille chargeable, c'est transparent pour l'utilisateur en fait. Ouais.
on gère pareil via des paramètres partagés, donc les données associées à la fête. Et une dernière question, à quand des pièces? Ah, les pièces j'ai lancé un modèle dessus, j'étais passé. Ouais, je pense, enfin, en fait, j'ai envie de faire un truc un peu cool sur les pièces, donc je pense qu'on en reparlera. Il y a quelque chose, je pense, assez simple. Aujourd'hui, je ne l'ai pas précisé, mais on peut venir télécharger uniquement des données si on ne veut pas de l'objet. Par exemple, pour les objets fabricants sur Binenco, on n'est pas obligé de télécharger la géométrie. On peut venir juste intégrer les données du fournisseur et les données fabricants selon ses propres paramètres partagés. Et du coup, ça, on peut le faire sur les pièces. Je suis impatient de voir ça. Il y a ton voisin qui a une question. Quand tu parles des pièces, Vincent, tu parles des Des logos. ou des espaces. Voilà. Ou des espaces. Des espaces de la partie même. Effectivement. D'ailleurs, les données techniques. Elles sont plus dans les espaces que dans les pièces. Ouais, tout à fait. Oui, là, c'est la bataille entre les données techniques et puis les données plutôt archi. C'est compliqué. Du coup, je veux juste. Non, il y a peut-être encore des questions. Ouais. Ah oui, parce qu'on a une petite surprise quand même. Est-ce qu'il y a encore des questions? J'avais un petit mot. Ouais. Ah. Question pour toi, Baptiste. C'est quoi votre business plan du coup? Comment vous rémunérez? Nous, c'est un abonnement en fait. C'est comme. Chaque utilisateur paye un abonnement annuel, mensuel? Ouais, voilà, c'est ça. C'est donc le prix décroît. C'est comme Dropbox en fait, quoi. Et les fabricants du coup qui alimentent votre base de données, ils sont comment? C'est un abonnement aussi en fait. Nous, on fait des services de modélisation pour les fabricants, mais notre but, c'est qu'ils soient autonomes, donc on leur met des outils. Je préfère les former. Voilà, on préfère les former, qu'ils puissent. Et qu'ils alimentent la base de données, et ça leur fait de la pub sur leurs produits. Donc eux, le but c'est effectivement qu'ils diffusent facilement les données, on peut le faire sur binenco.com. Ouais. Nous on a les outils qu'on a vus sur le plugin pour récupérer les données, selon ces paramètres partagés, des trucs comme ça. Mais ils peuvent aussi les exporter vers d'autres plateformes et ils ont l'outil pour venir mettre à jour, publier, etc. Ouais, mettre à jour leur Voilà. En fait, par rapport à un Polantis ou un Binobject, ils ne sont pas obligés de nous appeler quand ils veulent changer une valeur d'une propriété. Enfin, Je prends encore une question, parce qu'après il faut qu'on continue. Tu pourras. Voilà, mais je sais bien. En fait, j'ai deux petites questions. La première, est-ce que vous êtes employé que pour du Revit ou... Non, j'en ai pas parlé parce qu'on est au Revit User Group. Bon, ben on donne pas la réponse. Mais voilà, IFC. Donc là, on travaille sur Tekla en ce moment, mais sinon, on a aussi Archicad, Plan, SketchUp. Et après, on fait aussi des connecteurs web. Donc, par exemple, on parlait d'Axeo, donc ça, c'est un travail qui est en cours. Après, on aimerait bien aussi pouvoir venir partager les données. Comme c'est des données techniques qu'on identifie clairement avec notre dictionnaire, on est capable de les envoyer dans des logiciels métiers aussi. Donc, je fais pas du pied à mon voisin de gauche, mais parce qu'il est trop loin. Mais potentiellement, on pourrait venir fournir des données techniques pour des logiciels non graphiques, de calcul, de simulation, etc. Et on travaille avec les entreprises, avec nos clients en fait, on fait aussi des connecteurs pour eux, pour qu'ils puissent récupérer les données de cette bibliothèque. Une question, c'était plus de détailler le mieux contrôler la qualité des données. Ouais. Vous comprenez quoi derrière ça? En fait, ça, de ce que je comprends, c'est qu'est-ce qu'on attend comme... en fait, on peut voir plusieurs niveaux. Le premier, ça va être, on va dire, qualité des données, ça va être données exploitables, c'est-à-dire ne pas avoir chacun qui parle son langage dans la même maquette, sinon c'est juste, comme les maquettes sont des bases de données, c'est juste pas exploitable, donc en fait on ne fait rien, on fait de la 3D. Donc ça c'est le premier niveau, c'est d'arriver à harmoniser, donner des process pour que facilement on ne se prenne pas trop la tête, mais on fasse passer les objets dans la machine et puis ils ressortent structurés. Le deuxième niveau, donc ça pour moi c'est de la qualité de données d'une certaine manière puisque c'est de la donnée qui est exploitable. Deuxième niveau, ça va être la qualité des données qui sont publiées dans la bibliothèque eux-mêmes, c'est-à-dire quelles sont les données qu'on attend. Est-ce qu'il y a bien ces données qui sont présentes avant de partager ça au reste de l'équipe? Par exemple, on travaille avec Engie qui utilise ça comme bibliothèque globale entre plusieurs pays. Là, je ne vais pas montrer, par exemple, mais on peut venir facilement modifier la langue, ça vient changer la langue des paramètres partagés des objets, par exemple. Ça, c'est bien ça. Et c'est pas mal. Et c'est très bien. Et donc ça, eux,
comme en fait, ils veulent pas avoir, il y a tellement de monde, ils veulent pas avoir à contrôler chaque objet eux-mêmes qui est partagé. Donc en fait, au niveau de leur classification, ils peuvent définir des critères, donc pas tout le monde fait non plus, il y a aussi des critères globaux. Quelles sont les données attendues, et si cette valeur n'est pas rentrée, alors c'est pas publiable forcément, et donc là on peut faire du contrôle en fait sur la donnée avant de publier l'objet. J'ai la question Une dernière question en fait. Est-ce qu'on peut rendre les objets fabricants anonymes? On enlève les Pour un concours de maquette. S'il n'y a pas de logo sur l'objet, après Vincent, tu diras qu'il ne le fera jamais. Mais potentiellement, oui, on pourrait récupérer. Je pense que quand des modèles paramétriques sont bien construits, c'est aussi une valeur ajoutée pour le fabricant de le fournir, et potentiellement on peut retirer les valeurs. On continuera la discussion tout à l'heure au cocktail, je pense.